Je crois qu'au début, j'avais 14-15 ans quand j'ai lu l'introduction à la psychanalyse et j'ai trouvé ça assez étonnant. Et puis j'ai même imaginé devenir psychanalyste. Et en fait, j'ai trouvé aussi que ce n'était pas assez rigoureux dans mon raisonnement personnel, donc je suis devenu scientifique et j'ai essayé de rassembler la science avec la psychanalyse. Donc c'était ça l'idée, donc je suis devenu neurobiologiste parce que je m'intéressais au cerveau. Je suis entré tout à fait au début, dans les années 75, au Collège de France, où on a travaillé sur la dopamine, la fameuse dopamine dont on parle beaucoup maintenant et qui à l'époque était pratiquement inconnue. Et puis, progressivement, au bout de quelques années, j'ai trouvé que le travail sur le cerveau de rat et de souris n'était pas suffisant. Donc je suis allé faire un petit stage d'écoute à l'Institut Montsouris. Et j'ai passé quelques années, je faisais des journées comme ça où j'écoutais les groupes travailler. Et puis j'ai finalement décidé de faire une psychanalyse parce que je trouvais ça intéressant. Et là, j'ai eu un petit choc. C'est fait soit des interviews de quelques minutes, enfin des séances de quelques minutes, 5-10 minutes avec Lacan, soit des séances de 45 minutes. Et on m'a conseillé de faire le 45 minutes qui était plus rigoureux et tout. Et quelques années plus tard, au bout de 2 ans de psychanalyse, j'ai rencontré un copain qui faisait une psychanalyse avec Lacan et qui m'a dit c'est fantastique, les séances très courtes, etc. Et donc, moi j'étais assez convaincu et embêté d'avoir choisi ces 45 minutes qui étaient un peu peinards, tranquilles et qui n'avançaient pas très vite. Et puis au bout d'un mois, au bout de 10 minutes, dans une séance de psychanalyse, mon psychanalyste m'a dit « Voilà, la séance est finie ». Alors je me suis levé, je suis allé dans la rue et je me suis rendu compte que cette interruption à bout de 10 minutes était extraordinaire. Et je suis revenu quelques séances après, puis je lui dis « C'était fantastique d'avoir compris que je voulais absolument que vous interrompiez cette séance au bout de 10 minutes. Ça m'a permis de réfléchir, de trouver des trucs extraordinaires. » Et l'analyste m'a dit écoutez, tout ce que vous venez de dire est très intéressant. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que la dernière fois, vous êtes arrivé avec 25 minutes de retard. Vous voyez ? Donc, en fait, c'était même 35 minutes de retard. Donc, effectivement, j'ai récupéré ce que mon inconscient m'a poussé à faire ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a beaucoup impressionné en tant que neurobiologiste, parce que j'avais vécu quelque chose totalement inconscient, expression du désir, et ça avait marché, et je ne m'en suis vraiment pas rendu compte. Donc voilà, donc ça m'a poussé à partir de là à réfléchir un peu plus et à commencer à lire et à aller voir des psychiatres et de travailler en collaboration avec eux. Et j'ai connu de plus en plus de psychiatres, puis je me suis intéressé, compte tenu du fait que je travaillais sur la dopamine, je me suis beaucoup intéressé aux maladies psychiques telles que la schizophrénie, la dépression, et puis finalement l'addiction. Alors en fait, pour être honnête, moi, au-delà du principe de plaisir, c'était un texte que je n'avais pas lu, qui me paraissait un peu compliqué, mais ce sont des psychanalystes qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de le lire. Et pourquoi pas, et qui m'ont demandé ce qu'un neurobiologiste pouvait penser de ce texte. Du coup, je l'ai lu, du coup, j'ai travaillé dessus, et du coup, j'ai commencé à avoir des impressions, et en particulier par rapport à l'addiction, effectivement, il y avait cette notion que le plaisir pouvait être la pulsion de vie et que l'addiction pouvait être la pulsion de mort. Donc il y avait cet échange et je retrouvais en neurobiologie les notions que Freud avait proposées, surtout dans le texte de 1920, parce qu'il a fait un autre texte un peu plus tard, 12 ans plus tard, où il a parlé de pulsion de mort et puis de l'agressivité, et là ça devient un peu différent. Mais pour en revenir à la pulsion de vie, pulsion de mort, en neurobiologie, on peut le trouver, on peut le voir. Bon, alors pour la pulsion de vie, c'est assez simple, parce que ce qui se passe dans le cas de la pulsion de vie, c'est qu'on sait qu'il y a un circuit de la récompense, on sait que ce circuit de la récompense va donner à tout instant à l'individu, va lui donner les caractéristiques de son état physique et psychique. C'est une sorte de baromètre. Donc c'est des structures cérébrales qui sont reliées les unes avec les autres et qui, lorsqu'elles sont activées, donne à l'individu cette sensation de satisfaction. Alors, il se passe que pour les activer, il faut, entre autres, qu'il y ait une libération de dopamine. Donc, c'est cet ensemble qui va faire qu'on va avoir du plaisir. Et en fait, l'idée,
de la biologie, c'est pas d'avoir du plaisir, mais c'est de repérer les signaux qui vont permettre d'avoir du plaisir et donc pousser l'individu à apprendre les éléments qui sont importants, d'une part pour sa survie et pour la survie de l'espèce, pour la faim, la soif, l'activité sexuelle, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a à ce niveau-là un phénomène de récompense et donc de pulsion vers la vie. Et ce point-là, il est relativement simple à étayer. Moyennant quoi, quand on réfléchit sur l'addiction, on a tendance à penser que l'addiction est la conséquence du plaisir. Ce n'est pas complètement faux, mais ça l'est partiellement parce qu'il n'y a pas de relation directe entre le plaisir et l'addiction. L'exemple le plus simple, c'est la sexualité, qui en principe donne beaucoup de plaisir, mais pour lesquels il y a relativement peu d'addicts. C'est-à-dire que les taux sont de 0,5%, 1%. En revanche, un produit qui donne peu de plaisir, comme le tabac, est le produit le plus addictif qui existe, et avec des 27-30%. Donc vous voyez la différence, beaucoup de plaisir, pas forcément d'addiction, un peu de plaisir, une grosse addiction. Donc il y a un autre phénomène qui se passe. Alors ce que disent les cliniciens, les addictologues, c'est qu'il y a trois stades. Il y a le stade usage, donc ça c'est effectivement la satisfaction, le plaisir. Un deuxième stade qui serait le stade abus, j'en fais un peu trop, j'en prends un peu trop. Et un troisième stade qui est la dépendance. Donc il y a une bascule entre l'usage et la dépendance avec un passage par l'abus. Et là, pour un neurobiologiste, il y a encore une question, c'est que, ok, pour l'usage, on comprend bien que la dopamine est libérée par les drogues, ça stimule le circuit de la récompense, mais la dépendance, c'est quoi? Et c'est à ce moment-là qu'on essaye de trouver quel est l'autre mécanisme qui va permettre d'expliquer la dépendance. Alors ce qu'on a trouvé, nous, c'est qu'en fait, la dopamine n'était que l'esclave d'un système qui est en amont, qui utilise deux autres neuromodulateurs, qui sont la noradrénaline et la sérotonine. Et l'un est chargé de travailler sur ce qui est nouveau, ce qui est saillant, et l'autre de protéger le système nerveux central de ce qui est saillant. Donc c'est ces deux-là qui sont couplés et qui vont, au cours de la prise répétée de drogue, se découpler et finalement donner des instructions à la dopamine qui sont complètement dépassées, qui sont complètement désynchronisées et qui vont rendre l'individu particulièrement dépendant, c'est-à-dire qu'il a créé un apprentissage au départ qui était une bonne chose, entre guillemets, et cet apprentissage va le dépasser. Alors si on en revient maintenant à pulsion de vie, pulsion de mort, eh bien on voit que pour qu'il y ait apprentissage, il faut à la fois qu'il y ait cette stimulation dopamine, qui est satisfaction, mais qu'il y ait aussi un autre élément qui est très très important dans le texte de Freud, c'est la répétition. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut répéter. Et ça, l'enfant, dans son développement, va le faire avec plaisir. C'est le Forda que de Freud, c'est l'enfant va faire tomber la bobine plusieurs fois, la ramasser, la faire tomber. Alors il y a plusieurs interprétations. Une des interprétations, c'est que ça lui permet de contrôler le départ de sa mère, mais une autre interprétation, c'est qu'il y trouve du plaisir. Et en fait, les enfants ont beaucoup de plaisir à ce qu'on leur répète la même histoire, toujours la même. Et puis progressivement, le système nerveux central se développe et on doit passer à une autre étape, qu'il faut arrêter les répétitions parce que pour se développer, il faut aller ailleurs, il faut sortir de la répétition et c'est ça ce que la pathologie ne permet pas de faire. C'est-à-dire que si la répétition se maintient au-delà d'un certain temps, eh bien on en arrive à une pathologie de la répétition, on en arrive à l'addiction. Et là, la pulsion de mort, elle se met en place, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire d'autre que répéter. Et donc voilà comment j'ai pu retrouver un peu le processus. Il y a un autre niveau qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire c'est les modes de traitement du système nerveux central. Il y a deux modes de traitement. Donc un mode de traitement qui est très rapide, qu'on appelle analogique, qui permet d'avoir accès à tout ce qui se passe dans l'environnement en quelques centaines de millisecondes. Et puis un autre type de traitement qui est plus lent, qui permet de traiter les différents éléments qui sont apparus à des moments différents. Alors qu'en analogique, tout est simultané, tout est intégré de façon simultanée. En cognitif, il y a un décalage qui permet, mais on peut les rassembler.
Et en fait, ces modulateurs dont je vous parlais, sérotonine, noradrénaline, dopamine, interviennent sur ces différents modes de traitement. Et donc, dans les premières années de la vie, le système est complètement analogique, les modulateurs interviennent relativement peu, et donc ils se développent à partir de processus de répétition. Et puis petit à petit, les autres interviennent, noradrénaline, sérotonine, et vont permettre d'arrêter cette répétition. Et cette répétition, si elle n'est pas bloquée par le système noradrénaline, sérotonine, va se maintenir. Et c'est donc ce que font les drogues, c'est qu'elles empêchent ces deux aspects, noradrénaline et sérotonine, de rester couplés, elles les découpent, et donc ces deux systèmes ne pourront plus arrêter la répétition. Et donc on va aller vers une mort probable, à savoir qu'on répète sans arrêt la même chose sans pouvoir en sortir. Enfin, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, un des éléments qui font que ce système se découpe, on le sait, c'est-à-dire qu'on ne devient pas addict par hasard. Les gens qui deviennent addicts ont tous une histoire personnelle dans leur développement qui s'est d'une certaine façon mal passée. Et c'est ça ce qu'il faut retrouver, parce que le recouplage peut se faire, c'est-à-dire que si vous arrêtez de prendre des produits, donc on peut sortir de l'addiction, mais à condition de comprendre ce qu'il s'est passé et qui vous y a amené. Puisqu'au départ, il y a un malaise, ce malaise va pouvoir être disons, résolu par la drogue, entre guillemets, et va maintenir le malaise, et on ne pourra plus en sortir. Donc le drogué, au début, prend du plaisir, puis progressivement, ce qu'il cherche, ce n'est pas le plaisir, mais c'est de faire disparaître la souffrance liée au manque ou liée à l'état psychique dans lequel il se trouve. C'est que quand vous avez vos systèmes de régulation, disons régulation de la répétition, pourquoi pas, qui sont déréglés, c'est insupportable. Vous êtes très très mal, vous êtes psychiquement très mal. Donc la seule façon d'en sortir, c'est de reprendre du produit.